Retrouvez-moi sur la chaîne YouTube GPTV toute la semaine avec Nicolas Stocker et découvrez la revue mensuelle Géopolitique Profonde avec les meilleures analyses géostratégiques et financières. Toutes les informations sur géopolitiqueprofonde.com. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Vladimir Poutine réélu, on s'y attendait à peine. Faut-il s'en réjouir, s'en inquiéter, s'en détourner? Vladimir Poutine cédera-t-il un jour sa place? On en parle ce matin avec Romain Bessonnet, ancien conseiller politique au Parlement européen, auteur de Russie, Ukraine, deux peuples frères, discours, et de Poutine par lui-même, la conquête du pouvoir, paru aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Bonjour Romain Bessonnet. Bonjour. Alors d'abord, êtes-vous surpris par le résultat de cette présidentielle russe, 87% des suffrages en faveur de Vladimir Poutine? C'était un peu évident, non? C'était un peu évident, mais c'est quand même plus important que ce qu'on pouvait penser. On pensait que Vladimir Poutine ferait aux alentours de 80%, ce qui était à peu près ce qu'il avait fait la dernière fois en 2018, où il avait fait 76, quelque chose. Ce qu'on peut constater, c'est qu'on a un véritable effondrement du Parti communiste russe qui... auparavant faisait des scores entre 13 et 17%, qui là est réduit à 4, ce qui est son plus bas historique depuis la fin de l'URSS en fait. Donc, comment ça se justifie ça? Comment ça s'explique? Eh bien, c'est que la partie la plus âgée de l'électorat communiste en fait a décidé de voter Poutine pour se rassembler derrière le drapeau en période de guerre. Donc ça, c'est une chose qu'il faut souligner. Hein. Pareil, dans ce que les Russes appellent maintenant les nouvelles régions, ce que nous on appelle les territoires annexés, on voit que aussi Poutine fait des scores de 95%, alors que ces régions, par exemple, quand on prend la région de Lugansk, par exemple, à l'époque où elle était en Ukraine, donc dans les années 2012-2013, c'était des régions qui votaient aussi massivement communistes. Donc voilà, on a une sorte de l'électorat communiste en fait a décidé de se rallier derrière le chef dans une période de guerre. Ben, c'est intéressant parce qu'au début de la guerre, on avait le sentiment que la population russe était plutôt opposée à ce conflit, donc pas forcément derrière Vladimir Poutine. Ça a changé ? Ce qui a changé, c'est que tout d'abord, les gens qui étaient opposés à la guerre ont en grande partie voté avec leurs pieds. C'est-à-dire qu'on a eu une émigration assez massive des classes moyennes de centre-ville boboisantes qui ont donc décidé de partir soit en Occident, soit dans des pays où ils n'ont pas de visa comme l'Arménie ou la Turquie, par exemple. Et puis, vous avez aussi... on voit des succès sur le front ces dernières semaines et que surtout les Ukrainiens se sont mis à bombarder massivement le territoire russe depuis maintenant une semaine, une semaine 10 jours, ça a encore plus en fait augmenté le zèle patriotique de l'électorat russe. Alors Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a bien sûr réagi en déclarant que cette élection n'était pas légitime. Il dit ceci: il est clair pour tout le monde que ce personnage comme cela s'est produit si souvent dans l'histoire est tout simplement ivre de pouvoir et fait tout ce qu'il peut pour régner éternellement. Il y a une part de vérité dans ce que dit Volodymyr Zelensky? J'ai l'impression qu'il parle aussi de lui-même, parce que étant donné que lui, il a carrément annulé les élections présidentielles qui étaient prévues pour le mois de mai, en raison de la guerre. D'ailleurs, il va faire habiller ça par la Cour constitutionnelle ukrainienne qui sans doute va donner un verdict qui lui donne raison. Donc voilà, sachant qu'en plus, lui, il a interdit 16 partis politiques dans son pays et qu'il a fermé 4 chaînes de télévision et qu'il en a nationalisé une autre. Et qu'aujourd'hui, en fait, les médias ukrainiens sont sous une censure complète. Oui. Je pense que c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Pas forcément un exemple de démocratie. Oui. Est-ce que Vladimir Poutine aurait pu lui-même reporter, annuler ces élections, ou étant certain de toute façon qu'il serait réélu, ça n'avait pas beaucoup de sens? Le problème, c'est que juridiquement, c'était pas possible, étant donné que vous avez officiellement l'état de siège que sur une partie du territoire russe, dans ce que les Russes appellent maintenant les nouvelles régions, c'est-à-dire Lugansk, Donetsk, Zaporojie et Kherson. Donc juridiquement, il n'y avait pas la possibilité de les annuler, à moins que Poutine décide de déclarer l'état de siège sur l'intégralité du territoire russe,
ce qui aurait été pris comme un aveu de faiblesse, pour être clair, au sein de la population russe. Donc, ces élections devaient se tenir, et elles se sont tenues, et puis voilà. Oui, on a vu les résultats. Je pense que les résultats parlent d'eux-mêmes. Quels étaient les opposants là, durant ces élections à Vladimir Poutine ? Il y a deux oppositions. Il y a eu l'opposition qu'on appelle extrasystémique, qui sont donc toutes les partis et organisations qui ne sont pas représentées au Parlement russe, qui n'ont pas pu présenter de candidats pour des raisons bureaucratiques, etc. Parce que pour se présenter en fait à l'élection présidentielle dans le système russe, il y a deux voies. Soit vous êtes un non-encarté, entre guillemets, et dans ces cas-là, il faut réunir des signatures, je crois, il faut 300 000 signatures de mémoire, de citoyens qui vous appuient. Bon, Vladimir Poutine, d'ailleurs, est officiellement un candidat hors parti. Pour avoir ces 300 000 signatures, ça a été une formalité. Il en a eu plus, je crois, ils en ont présenté à la commission électorale plusieurs millions. Donc, ah oui, d'accord. C'était pas un problème. Et donc les candidats d'opposition, donc non encartés, en fait, ont eu des problèmes dans leur recueil de signatures. Et donc la commission électorale en a invalidé, je crois, 4. Dont Boris Nadezhdin, qui est l'ancien président de la fondation Gaïdar, qui est une personnalité de l'époque de Boris Eltsine, un candidat donc libéral pro-occidental. Et puis ensuite, vous avez les membres des partis représentés au Parlement qui, eux, en fait, n'ont pas besoin de recueillir des signatures. On considère qu'ils sont représentatifs du fait qu'ils ont des députés. Et donc les 3 autres candidats face à Poutine étaient les candidats présentés par ces 3 partis. Vous aviez donc le candidat du Parti communiste, du Parti libéral-démocrate, donc, qui est une sorte de parti conservateur ultranationaliste russe, qui était le parti de Zhirinovsky, qui est mort l'an dernier. Et puis vous aviez un 3e parti qui est le parti des nouveaux gens, qui est une sorte de poutinisme un peu libéralisé. Voilà. D'accord. Oui, ok. Alors, il y a quelques jours, Emmanuel Macron a déclaré la chose suivante: il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumer et endosser des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Plusieurs pays alliés, sans parler de l'OTAN, ont répondu aux déclarations intempestives du président français en se désolidarisant de ses propos. Ça vous inquiète, vous, ces déclarations d'Emmanuel Macron ? Je pense que ce sont des déclarations très imprudentes, parce que elle semble appeler à un engrenage. Alors, on connaît le tropisme d'Emmanuel Macron, qui n'a comme seule conviction le fait qu'il est un européiste assez forcené et un fédéraliste convaincu, et il pense trouver dans cette guerre une sorte de l'occasion pour faire naître la nation européenne dans le sang, la souffrance et la guerre. Force est de constater qu'il est à peu près tout seul avec les 3 pays baltes, dont il faut rappeler que ce sont des pays qui ont des armées de 5 à 6 000 hommes, sans tanks et sans aviation de guerre. Donc voilà, c'est un peu limité, quoi. C'est un peu limité, sachant que l'armée française, en plus, d'après tous les spécialistes militaires, est pas formatée pour faire une guerre du type de ce qu'on a en Ukraine actuellement. Voilà, si on déployait les 35 000 hommes à peu près de notre armée de terre qui peuvent être déployés à l'extérieur, c'est très simple. C'est à peu près le taux de perte que les Ukrainiens ont en 1 voire 2 mois, quoi. Alors, quel devrait être le rôle de la France et plus généralement de l'Europe dans ce conflit ? Il y a plusieurs réponses à votre question. Si l'Europe souhaite devenir quelque chose autre qu'un animal bêlant, donc criant le monde libre, le monde libre, le monde libre, eh bien, elle devrait être à la tête d'une coalition pour mettre en place des négociations, étant donné que, on le sait aujourd'hui, étant donné que la presse américaine l'a sorti, il y avait des négociations de paix qui ont eu lieu entre mars et avril 2022, et que ce sont des pressions occidentales qui ont fait que ces négociations se sont terminées. Si on avait négocié à cette époque-là, aujourd'hui l'Ukraine serait dans une situation bien plus favorable, avec plus de gains que ce qu'elle pourrait faire si elle négociait aujourd'hui. Ouais. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a un vrai rapport de force entre la France et la Russie, ou pas du tout ?
Oui, il y a un rapport de force, c'est clair. Après, il faut voir que les sanctions n'handicapent pas vraiment l'économie russe. Tous les indicateurs macroéconomiques le montrent. Alors que l'économie de la zone euro est en train de dévisser, c'est quand même assez clair, surtout quand on voit l'évolution de la production industrielle de l'Allemagne, par exemple, qui n'a jamais connu une baisse aussi importante depuis la réunification. Donc, on commence quand même à avoir les inconvénients d'une politique où on a pensé que ce serait la Russie qui s'effondrerait, alors que c'est les économies de l'Europe occidentale qui sont en train de s'effondrer, là, pour le coup. On a fait un procès assez violent à Thierry Mariani au sujet de ses liens potentiels, un peu, ça relevait beaucoup du fantasme quand même, avec la Russie. Thierry Mariani qui milite, lui, pour rétablir des discussions avec la Russie. On a, par le passé, dans la diplomatie française, beaucoup discuté avec nos ennemis, ceux qu'on imaginait être nos ennemis aussi. Vous pensez qu'il faudrait rétablir la discussion avec Vladimir Poutine ? Ah, mais moi je pense que c'est indispensable si la France veut rester une puissance écoutée dans le concert des nations. Enfin, pour moi, c'est assez humiliant pour la France que les seules discussions qui aient lieu entre les deux belligérants de cette guerre aient lieu en Turquie. Enfin, quand même, ça devrait nous faire réfléchir, quoi. Alors que vous prenez, si on peut faire un parallèle, les discussions de paix qui ont mis fin à la guerre du Vietnam ont eu lieu à Paris à l'époque. Hein. Et si d'ailleurs le général de Gaulle avait eu la position qu'a Emmanuel Macron, c'est-à-dire d'armer le Sud-Vietnam et d'aller jusqu'au bout et de mettre des sanctions au Nord-Vietnam et à ses alliés, je pense que on ne serait pas sorti grandi de cette politique. Est-ce que la France manque finalement d'un chef de guerre ? Même si c'est pas notre guerre. Et d'ailleurs, c'est aussi une question, c'est est-ce que les Français devraient se sentir beaucoup plus concernés ? Parce qu'on a aussi vu que la grande majorité des Français même refusaient que la France entre guerre s'associe à l'Ukraine. Ou voilà, est-ce que c'est une faute aussi ? Est-ce que comment vous jugez tout ça ? Je pense que les Français quand même s'aperçoivent d'une chose, c'est que la frontière française n'est pas sur le Bug, c'est-à-dire le fleuve qui sépare la Pologne de l'Ukraine. C'est une chose assez évidente en fait. Et donc, est-ce que nos intérêts vitaux sont engagés en Ukraine ? Je ne le crois pas. Voilà. Et la plupart des Français en fait ne le croient pas. Deuxième chose, consciemment ou inconsciemment, les Français sentent aussi que la guerre russo-ukrainienne est essentiellement une querelle de famille. Voilà. Tout comme la guerre du Vietnam d'ailleurs était une querelle de famille au sein du peuple vietnamien. Donc, est-ce qu'on est les mieux armés pour dire qui a tort, qui a raison dans cette guerre ? Je ne le crois pas. Ouais. Comment envisagez-vous la suite de ce conflit ? Je ne vais pas forcément vous demander de faire des pronostics, mais géopolitiquement, comment analysez-vous la situation de l'avenir de cette guerre ? Je crois qu'elle est, depuis plusieurs mois maintenant, elle est très mal engagée pour les Ukrainiens. S'il n'y a pas rapidement un soutien militaire massif des États-Unis, l'Ukraine pourrait s'effondrer. Voilà, c'est clair. La presse américaine, même la presse allemande qui longtemps a eu les yeux fermés sur la question, maintenant en train de le dire. Donc on est face à une période très critique en fait, si l'Ukraine souhaite maintenir en fait une position de négociation à peu près valide face à la Russie. Ouais. Merci beaucoup Romain Bessonnet. Je rappelle que vous êtes ancien conseiller politique au Parlement européen, auteur de Russie, Ukraine, deux peuples frères, discours et Poutine par lui-même, la conquête du pouvoir, paru aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Merci d'être intervenu à notre antenne. À très bientôt.